Bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité a un sens, une orientation, une finalité. Nous construisons, sans le savoir, le paradis pour nos futurs descendants. Alors il faudra encore quelques siècles de travail, mais l'ensemble humain, chaque être humain travaille à cette œuvre incroyable. Tous, tout être humain qui apparaît sur cette planète pendant le temps où il vit, donne l'entièreté de ses actes pour cette finalité. À égalité. L'ensemble humain est à égalité dans cette œuvre magique. Voilà pour l'introduction. Alors, je vais reprendre la réflexion à partir de l'épisode 6 d'une série de France Culture consacrée à Platon, la République. C'est la 3e vidéo sur cet audio consacré au mythe de la caverne de Platon. Donc, des êtres humains qui sont placés dans enchaînés face à un mur, et ils voient simplement les ombres se projeter, les ombres de gens qui passent derrière, se projeter contre le mur, et c'est leur seule réalité. Ils n'ont jamais vu la lumière, jamais vu les gens, jamais vu l'extérieur. Et donc, pour eux, c'est la seule vérité. Et on va les forcer à sortir, enfin, on va en faire sortir un pour aller rendre compte de ce qui s'est passé. Et voilà, c'est toute la réflexion sur la réalité et sur l'illusion. On y va. Sur ce que Platon appelle la réminiscence, alors oui, qu'il explique de manière parfois un peu mythologique. Voilà, il y avait une vie antérieure où on a contemplé, ça c'est le grand récit du Phèdre, on a contemplé la beauté des formes, et d'une certaine manière, on ne cesse de les porter en soi, et lorsque, on connaît, on comprend en même temps qu'on connaît et qu'on a toujours connu. D'une certaine façon, Platon n'est pas aussi explicite dans le texte de la République, mais ce qui est l'essentiel, c'est ce phénomène de reconnaissance. Parce que, si vous voulez, un des problèmes fondamentaux de la connaissance humaine, c'est que très souvent on passe à côté du vrai sans y faire attention, sans comprendre que c'est ça, sans comprendre que c'est dans cette direction qu'il faut aller chercher. Mais la théorie de la réminiscence, selon Platon, laisse penser que nous sommes tous égaux face au savoir, que nous avons tous en nous la possibilité d'accéder à ce savoir, encore faut-il recevoir le bon enseignement. Or, la question que pose le texte que nous avons sous les yeux, l'allégorie de la caverne, est celle de savoir si nous sommes tous égaux dans ce désir de connaître, si nous sommes tous de légitimes prétendants à la sortie hors de la caverne, en clair, si nous pouvons tous devenir philosophes. Est-ce le cas ? Pas du tout. Ça suppose une éducation. Alors, une éducation de quoi ? Eh bien, du désir. On y revient. Rappelez-vous l'éducation des gouvernants. D'ailleurs, dans le livre 7, Platon le rappelle, lorsque, après avoir exposé cette extraordinaire dramaturgie de la connaissance, on arrive à une question plus concrète. Qui sont ceux qui vont pouvoir voir le soleil ? Et Platon répond, il faut les sélectionner dès l'enfance. Et les sélectionner par quoi ? Le terme de sélection fait un peu peur. C'est d'ordinaire comme ça qu'on traduit. Il s'agit de les choisir, mais pas de les choisir de manière arbitraire, mais de les soumettre à des processus différenciants qui permettront de savoir de repérer ceux qui pourront continuer. Or, ces processus différenciants, ils consistent en quoi ? Eh bien, ils consistent en activité d'enfant, en jeu, en toutes sortes de comportements où on peut voir ceux dont les désirs sont les plus aptes à conduire et à porter ce processus. Voilà, mais selon moi, je ne suis pas du tout un spécialiste ni de Platon, et j'ai pas lu la République, j'ai picoré des petites choses, mais voilà, je connais pas réellement. Mais à mon sens, d'abord, tout être humain est apte à
prendre conscience de la réalité, de sortir de l'illusion. Le cerveau humain est d'une malléabilité et surtout tout être humain est apte à ça. Il n'y a pas des alors on a des différences de potentiel, on peut apprendre un peu plus vite, on va être un peu plus bloqué sur certaines choses, mais globalement, n'importe qui peut comprendre ce qu'un philosophe comprend. C'est une question d'explication, c'est tout. Alors évidemment, le langage philosophique, il est particulier, il faut le connaître, il faut s'y adapter, et c'est ce qui va faire en gros la difficulté pour n'importe qui de s'intéresser de pouvoir comprendre simplement ce qui est véhiculé par la philosophie. Mais ça pourrait très bien être vulgarisé, ça pourrait être simplifié, ça pourrait être expliqué de façon extrêmement basique, de façon populaire entre guillemets, où n'importe qui dans le peuple peut comprendre ça. Et moi par rapport à mon expérience, je m'en rends compte. Ma théorie, c'est l'humanité est destinée à atteindre sa perfection. J'en parle très souvent et depuis très longtemps. Ça fait 25 ans maintenant que je développe cette vision. Et à chaque fois que j'en parle dans les milieux que je fréquente. Et les milieux que je fréquente, c'est les milieux populaires et les milieux dont je suis originaire, qui sont le bas prolétariat en réalité. Eh bien, tout le monde le comprend. Tout le monde l'entend pas de la même manière. Certains vont pas épiloguer dessus, mais l'idée est tout de suite présente, et ça peut enclencher directement des discussions à ce sujet, et des controverses, voilà. Donc, je pense que il y a pas d'élitisme dans cette genre-là. L'élitisme, il est simplement parce que la corporation des philosophes a son intérêt aussi de pouvoir utiliser des termes bien précis. Bon, ils sont intéressants, ces termes, mais il y a quelque chose qui est lié aussi à un système corporatiste. Et on le voit, c'est très facile. Quelqu'un qui est pas du cénacle, il n'est pas véritablement admis. C'est pas très facile de rentrer dans le système. Voilà, il y a un côté comme ça, parce que si c'était vraiment facile, par exemple, au CNRS, le CNRS, c'est l'endroit où il y a tous les chercheurs. Ils pourraient avoir l'idée de faire venir, je l'ai écrit déjà plusieurs fois, de faire venir des intuitifs, des gens, j'en ai croisé plein dans mon existence, des gens qui ont des capacités de créativité inouïes. Et pourtant qui ont fait aucune étude, et donc qui auraient vraiment des apports à apporter, de faire un mélange, au lieu que ça soit un système universitaire, que ça soit un système avec des gens ordinaires qui soient là. Et ça serait valable aussi pour les hommes politiques, au lieu de se laisser entourer que des narcs, de gens, voilà, de businessmen, de trucs comme ça, qu'ils fassent venir autour d'eux le chef de l'État, s'il faisait venir autour de lui des hommes, des infirmières, des gens qui travaillent à l'entretien de la ville ou n'importe quoi, des électriciens, eh bien, il aurait une autre vision du monde. Et si ça ne le fait pas, c'est parce que il y a cet élitisme
qui est présent dans le système. Et il est aussi présent dans les sciences, dans la philosophie, etc., etc. Et donc, ça donne une vision qui est pas juste. À mon sens, tout le monde est apte à comprendre porter ce processus de connaissance. Mais il y a l'arithmétique, la géométrie, l'astronomie. Mais avant, il y a l'éducation du caractère, il y a la musique, mais même alors les propos sur la musique et la gymnastique. Entre guillemets, c'est pourquoi par exemple l'extase. Alors oui, effectivement, il y a les bouddhistes qui vont vraiment se présenter comme des sages en expliquant que c'est tout un travail pour atteindre l'état d'extase. Mais on peut atteindre l'état d'extase par accident. Et il y en a beaucoup qui tombent en état d'extase, qui vivent cette expérience accidentellement, de façon impromptue, on va dire, sans. Ça a été mon cas, par exemple. Ça a duré une semaine, mais voilà, c'était pas quelque chose qui était recherché. Je savais même pas ce qui m'arrivait. Et donc, voilà, on n'a pas besoin de. Alors, c'est très important d'atteindre un degré de sagesse, un degré pour tout le travail de prêtrise pour devenir prêtre ou évêque ou quoi que ce soit. Tout ce travail-là, il est logique, c'est la créativité de l'humanité, c'est grâce à ces hiérarchies, à ce système hiérarchique qu'on construit l'humanité. Mais il a un travers, et il est pas réel en réalité, il est pas du tout. D'ailleurs, j'avais écrit une expérience qui pouvait montrer à quel point bon, mais je vais pas parler de ça. Sur la musique et la gymnastique sont assez dévalorisants, mais ce sont quand même les premières disciplines diacritiques, celles qui vont permettre de voir quels sont les enfants qui pourront être portés jusqu'à la découverte du bien. Après, on n'est pas du tout tous égaux, alors. Non, mais après qu'il y ait cette différence de potentiel, elle est fondamentale, elle est là. Il y a des gens grands, petits, etc. Des gens qui vont percuter d'une manière, d'autres de l'autre. C'est tout à fait, mais c'est pas une question. On est égal parce que cette différence, c'est elle qui fait que l'humanité peut évoluer. Si on était tous faits sur le même moule, si on ressemblait tous à Usain Bolt, si les 9 milliards ou 8 milliards d'êtres humains, on était tous exactement comme Macron ou comme je sais pas, le plus simple d'esprit si on était basés tous sur le même potentiel, la même force, la même idée, la même constitution, le monde ne pourrait pas évoluer. Il faudrait commencer à distinguer ceux qui iraient plutôt là, faire ça, etc., etc. C'est parce qu'on est différent. Cette diversité, c'est l'avantage pour l'évolution. Mais c'est pas ça qui doit être, ça doit pas être discriminant. On ne doit pas dire on n'est pas tous égaux, donc il y en a qui sont mieux que d'autres. Non, ce potentiel va permettre à quelqu'un de s'intéresser plutôt à la philosophie et donc avoir cette caractéristique qu'il amène là, mais il est exactement égal à celui qui va planter des clous. C'est exactement pareil. Le philosophe, il a rien de mieux que celui qui ramasse les poubelles le matin. Voilà, c'est exactement, ils sont pareils dans l'absolu. Après, qu'on distingue parce que pour les besoins de l'évolution, c'est une chose. C'est goût alors. C'est ça que ça marche chez Platon. D'un côté, il semble y avoir un élitisme très fort. Certains d'entre nous sont sélectionnés comme des élus qui pourront gouverner ensuite. On y viendra. Dans l'esprit de Platon, il n'a pas l'esprit que nous avons là, qu'on entend là, parce qu'on est dans un moment d'élitisme absolu. On a depuis les années 80, on est monté dans un système élitiste parce que l'oligarchie a pris le pouvoir et qu'il donne ses valeurs et que ces valeurs
pour l'oligarque, il est supérieur, et puis donc il a donné ces valeurs-là à l'humanité. C'est pourquoi on a retrouvé à partir des années 80 les carrés VIP, voilà, les riches, les pauvres, les dorures, les célèbres et les pas célèbres, ceux qui sont tout, ceux qui sont rien. Enfin bref, on est rentré dans ce modèle-là. Mais pour Platon, c'est pas du tout son point de vue, je pense pas. C'est pourquoi il dit que les trois classes, la classe des dirigeants, elle est pas plus importante que la classe des fabricants, et pas plus que la classe des gardiens. C'est simplement d'ailleurs, il faut qu'ils s'entendent à merveille. Et donc, pour s'entendre à merveille, il faut se voir, se respecter et avoir la conscience. Il faut que les dominants, que les chefs d'État aiment leur peuple comme eux-mêmes, qu'ils les considèrent, les gens les créateurs, enfin les fabricants, de la même manière qu'eux-mêmes, et ainsi de suite. Et les gardiens, ils doivent avoir la même vision des deux et d'eux-mêmes. Voilà. On y viendra, les qualités requises pour bien gouverner la cité. Et de l'autre, il y a cette idée que non, la théorie de la réminiscence montre que nous devrions tous, en droit, en puissance, être des candidats aptes à prétendre. Nous le sommes, mais nous ne passons pas les épreuves. Il n'y a pas de différence dans le donné. Mais il y a une différence dans l'acquis, c'est-à-dire dans la manière dont les différents caractères, et quels qu'ils soient, il peut y avoir des pauvres, des riches, enfin bon, il n'y a aucune des distinctions sociales ou culturelles qui puissent, et même des hommes et des femmes, puisque les femmes sont dans la course, et je puis dire, on le voit très clairement dans la République et surtout dans les lois. Donc il n'y a pas par nature des œuvres ou des individus qui seraient écartés de ce processus. Mais il est certain que tous n'ont pas la capacité, et que très peu sont ceux qui ont la capacité d'arriver jusqu'au bout du processus. Et c'est d'une certaine façon le processus de formation, d'abord par le désir, le jeu, et ensuite par les différentes disciplines qui sont exposées dans le livre 7 de la République. C'est ce qui se passe qu'on identifie. C'est exactement ce qui se passe, et c'est pour ça que l'orgueil de l'élitisme est de trop. Voilà, il va falloir raboter cet orgueil-là. Toute la mécanique universelle, il travaille, par exemple, si vous allez sur le site Mécanique universelle, vous regardez élitisme, etc., et vous tapez élitisme dans la barre de recherche, et vous avez toute l'analyse de l'illogisme de cet élitisme, de l'élitisme discriminant, je parle. Il y a des élites qui sont conscients qui font partie du groupe, et qui ont une vision absolument démocratique de la vie. Mais donc ils ont évolué, ils sont arrivés à un point parce que leur qualité a permis ça, mais ça les distingue pas de façon méprisante. Identifie celui qui pourra arriver jusqu'à la contemplation du soleil. Le potentiel est là, mais il n'y a pas la contemplation du soleil. La contemplation du soleil, c'est-à-dire, oui, la contemplation du soleil, c'est autre chose, c'est l'accession à l'extase, et l'accession à l'extase, elle est donnée à chacun d'entre nous. De contact direct avec l'intelligible sans un très long processus de formation. Et ce processus de formation est en effet différenciant et discriminant, il n'y a aucun doute là-dessus. Est-ce que ça correspond à la visée de l'éducation que nous avons aujourd'hui, en effet, où il y a aussi un processus de sélection? On essaie de sélectionner les meilleurs pour, pourquoi pas, essayer de faire en sorte que ce soit eux qui ensuite vont se retrouvent à la tête de l'État ou au sein du gouvernement pour diriger ce qui serait l'équipe. Voilà. Mais ça serait, c'est pour ça que il est important de ne pas être dans un élitisme discriminant, parce qu'aujourd'hui, ceux qui se dressent, on le sait très bien, c'est plus, il faut être plus ou moins fils d'eux, avoir toute une
on monte, l'ascenseur social, il est en panne. Il est plus les gens du peuple, même s'ils ont des potentiels très importants, ben ils ont des barrages qui sont inouïs. C'est très très difficile de monter dans ce système. Et c'est pourquoi il est important que la sélection se fasse pas sur l'argent, pas sur le carnet d'adresse, pas sur le pouvoir des parents, pas sur etc., que ça soit bien, donc le népotisme est un problème pour l'évolution de l'humanité. Et je pense que pour la France, en tout cas, c'est quelque chose qui nous a fait régresser dans le concert des nations. On a perdu des places parce que à cause du népotisme. Le népotisme fait que certains ne sont pas à la bonne place. Ils y sont parce que ils sont poussés. Ils sont beaucoup moins pertinents à telle place que quelqu'un qui aurait que dans un système où l'ascenseur social fonctionnerait parfaitement. C'était le cas, je pense, dans les 30 Glorieuses. Et c'était le cas sans doute aux États-Unis. C'est ce qui a fait que les gens arrivaient et les meilleurs finissaient par être pris, voilà. Et alors peut-être que maintenant le népotisme parce que c'est un mécanisme normal, le népotisme. À un certain moment, la société, elle commence à se corrompre, voilà, et puis les choses perdent de leur élasticité. Ce qui serait l'équivalent des prisonniers à la caverne. Alors pour ce qui me concerne, je ne souscris pas à cette façon de voir. D'abord parce que les dirigeants pour nous ne sont pas des dirigeants qui sont sélectionnés en fonction de leurs connaissances. Je ne pense pas qu'on arriverait au type de gouvernement que nous avons si c'était le cas, bien évidemment. Elle a raison. Ce ne sont même pas des experts. Ce qui fait les qualités politiques en démocratie sont très différentes. C'est la possibilité de gouverner, surtout dans les démocraties modernes, c'est la capacité de témoigner d'une certaine proximité avec le peuple, d'une certaine empathie, c'est la capacité à être reconnu comme un leader légitime. Il y a toute une fabrique de la légitimité du gouvernement démocratique qui n'est pas du tout fondée exclusivement sur la connaissance, alors que dans la conception platonicienne, dans la République, oui. Mais, et par ailleurs, il n'y a pas non plus... C'est pourquoi ça peut être contestable, la démocratie. Si vous voulez l'éducation pour être gouvernant, pour ce qui a trait à l'éducation dans nos sociétés... La démocratie, c'est le meilleur système s'il n'est pas abusé. Si les médias appartiennent au peuple, s'ils n'appartiennent pas à l'oligarchie, s'ils appartiennent pas aux politiques, s'ils appartiennent au peuple, et qu'ils sont justes et qu'ils présentent chaque candidat de la meilleure, avec un éclairage juste et égalitaire, alors là oui, le peuple peut choisir en toute connaissance de cause et correctement et élirer le meilleur véritablement à chaque fois. Voilà. Par contre, si l'oligarchie détient les médias, eh bien, il fait élire les valeurs que l'oligarchie a mis en œuvre dans ses médias. Donc là, actuellement, c'est le narcissisme, et donc c'est les narcissiques qu'on va élire, parce que c'est eux que l'oligarchie dit, voilà, les beaux, les jolis, les intelligents, les meilleurs, ce sont les narcissiques. Ceux qui se montrent, qui ont ces capacités comme ça narcissiques. Dans nos sociétés, et heureusement, il y a des formes d'accomplissement multiples. Il n'y a pas une seule façon de réussir. Il n'y a pas une seule chose à savoir pour apparaître comme une personne éduquée. Heureusement, il y a des formes de réalisation de l'individu qui sont extrêmement diversifiées. Et ce qu'on demande à l'éducation contemporaine par rapport à l'éducation des gouvernants, c'est précisément d'avoir la capacité, par toutes sortes de processus de transformation d'individus, puisque l'éducation, ça consiste en ça, de repérer immédiatement quelles sont les formes d'excellence ou les formes d'accomplissement qui conviennent le plus à chaque enfant, lui permettre de parvenir et lui donner le maximum de ressources intérieures et d'atouts
pour pouvoir accéder à tout ce à quoi il souhaitera d'accéder, si vous voulez. C'est une sorte de formation dont l'objectif est une excellence absolument plurielle, multiforme et qui dépend de ce que désire l'individu. C'est pas du tout le modèle unique que nous propose Platon dans la République. Mais est-ce que c'est la même personne pour Platon qui va gouverner et éduquer? Est-ce que finalement, celui qui sort de la caverne aura pour vocation de redescendre dans la caverne? Alors, on va arrêter là pour cette vidéo. 32. Allez, on va continuer un tout petit peu. Redescendre dans la caverne pour aller libérer les prisonniers qui sont encore dans la caverne, pour leur montrer le chemin. C'est ce que Platon appelle le philosophe, et c'est aussi celui qui doit gouverner. Donc on va arrêter là. Voilà, je vous remercie de votre écoute. À très bientôt. Merci.